Merci Guillaume pour cette présentation. Effectivement, je vais vous parler des rôles écologiques des haies dans les paysages agricoles et comme ces rôles sont nombreux, on fera un focus en fait sur deux d'entre eux. Alors, ça, vous n'avez pas pu passer à côté. Il y a une sorte de mode à la replantation des haies. On parle beaucoup des haies. Là, je n'ai sélectionné que deux coupures de presse, mais il y en a énormément dans toute la presse régionale et sur le web. Et qui a un écho aux plus hautes sphères de l'État, puisque les haies bénéficient d'une place importante dans le récent plan de relance du gouvernement, avec notamment le fameux pacte en faveur de la haie, avec un budget conséquent, et qui a pour objectif un gain net du linéaire total de haies à l'échelle nationale de 50 000 kilomètres d'ici 2030, qui viendrait s'ajouter à peu près 750 000 kilomètres du linéaire encore existant. Néanmoins, il y a cette étude de l'an dernier, donc du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, qui fait état d'une augmentation, d'une accélération de la destruction des haies, avec pas moins de 23 000 kilomètres détruits par an sur la période 2017-2021. Malgré une politique de plantation dans le même temps d'à peu près 3 000 km par an. Vous voyez que le bilan est largement négatif et que ces chiffres, à la mesure des 50 000 km annoncés d'ici 2030, interprètent beaucoup. Les haies étaient jadis considérées comme un élément de ce qu'on appelait le saltus dans les années 90, début 2000. Après, on a appelé ça des habitats semi-naturels. Et maintenant, le glissement sémantique est allé vers des infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire des éléments du paysage agricole qui ne sont pas strictement cultivés, mais dont on aimerait qu'elles puissent soutenir un certain nombre de fonctions de ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par la nature à l'homme via le fonctionnement des écosystèmes. Ces services sont classés historiquement en 4, maintenant 5 grandes classes. Des services d'approvisionnement, par exemple. Donc, dans le cas des haies, ce serait le fait d'apporter du bois, par exemple, pour le chauffage. Des services de régulation, comme peuvent l'être la pollinisation ou l'épuration de l'eau ou de l'air. Des services de soutien, par exemple, le fait que la litière puisse amener un recyclage des nutriments et un entretien de la fertilité des sols. Et puis des services culturels, on pourrait parler des valeurs esthétiques, par exemple, des haies. Et puis un cinquième qui s'est ajouté à cette liste, qui est celui de la protection de la biodiversité. Alors, dans la présentation qui suit, il a fallu faire des choix, donc je vais vous parler de ceux qui sont, dont traite l'étude dont Guillaume a parlé tout à l'heure, que nous avons publié dans Botany Letters, qui sont la protection de la biodiversité, et puis les services de régulation biotique, en particulier le biocontrôle, la régulation naturelle des ravageurs des cultures et la pollinisation. Donc, voici la référence de la publication en question, donc, qui date de 2022, et qui est en réalité une revue de la littérature, c'est-à-dire que nous avons lu un certain nombre de publications et nous avons essayé de les réinterpréter ensemble à la lumière du contexte agroécologique. Donc, j'ai découpé la présentation en deux parties. On va d'abord parler de la biodiversité et puis définir ce que c'est qu'une haie. Et puis, dans un second temps, on regardera comment une partie de cette biodiversité peut être bénéfique ou non à l'agriculture. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une haie? Quand un écologue parle de haie, qu'est-ce qu'il entend? Alors, une haie, c'est un linéaire végétal qui contient pour moi au moins 2 des 3 strates de végétation suivantes. Donc, vous avez ici un archétype, si vous voulez, de haie, et on peut reconnaître 3, alors on pourrait dire 4, mais mettons 3 strates végétales. Au pied de la haie, une strate végétale qui est constituée d'espèces herbacées majoritairement, qu'on va appeler l'ourlet, puis une strate constituée d'arbustes, de buissons, qu'on va appeler le fourré, et éventuellement une troisième strate au cœur de la haie constituée d'arbres et qu'on va appeler le manteau.
Et on pourrait évoquer une strate qu'on appelle mucinale, constituée par les mousses et les lichens. Mais sachant qu'ils sont autant au sol que sur les branches hautes des arbres, moi, j'aime pas la faire figurer dans ce triptyque. Je trouve qu'elle est incluse, en fait, déjà dans ce triptyque ourlet, fourré, manteau. Donc, si on prend une autre haie pour refaire le même exercice, hein, ça marche bien. Vous avez ici l'ourlet en bordure d'un champ de colza. On est ici au-dessus de Mantes-la-Jolie, en vallée de la Seine. Le fourré est bien développé ici, et puis quelques arbres en train de débourrer, là, qui forment le manteau. Donc, on retrouvera régulièrement ces trois termes qui permettent de structurer un petit peu, quelque part, la végétation de la haie de la façon suivante. Et ce qui est intéressant, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les haies sont des écotones. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Petit clin d'œil à Marc-André, on en parlait il n'y a pas longtemps. Écotone, c'est défini comme une zone de transition et de contact entre, généralement, deux écosystèmes aux propriétés bien différentes. L'exemple classique, c'est celui de l'estran, hein, qui est entre le milieu marin et le milieu aérien, avec toutes les cleans physico-chimiques et environnementales que ça peut générer entre les deux. Et ces écotones, donc ces zones d'interface, quelque part, hein, ces milieux interfaces, sont souvent des milieux de grande biodiversité. Eh bien, les haies sont des écotones en ce que ourlet, manteau et fourré se rapprochent de trois grands types de végétation. Le manteau se rapprochant de la végétation forestière, le fourré se rapprochant de la végétation des milieux semi-ouverts comme les landes, les garrigues, les maquis, et les ourlets se rapprochant des milieux ouverts comme les prairies ou les pelouses. En conséquence de quoi, dans une haie, vont cohabiter, vont être juxtaposées des espèces qu'on rencontrerait classiquement dans des milieux différents, des espèces forestières comme peuvent être la jacinthe des bois ou le lamier jaune, des espèces de milieux ouverts comme peuvent être le gaillet jaune ou la cnossie scabieuse, et encore des espèces de lisières comme le paturin des bois ou la benoîte commune. Et à cela viennent se surajouter les éléments physiques et chimiques de l'environnement. Donc, si on venait à dessiner ici une haie un peu caricaturale au sens où elle se situe perpendiculaire au vent dominant et plus ou moins nord-sud, avec donc un fort effet d'ombre et de soleil entre la face, on pourrait dire, amont et la face aval quelque part de la haie, la face exposée au soleil et la face abritée. On retrouve donc les trois strates végétales qui structurent la haie, mais cette fois-ci avec des conditions physiques qui changent. En amont de la haie, on va avoir des milieux plutôt, des micro-habitats plutôt chauds et secs. À l'intérieur de la haie, des conditions plus proches des conditions forestières, c'est-à-dire tamponnées en termes de température et d'humidité. Et puis, en aval de la haie, des zones un peu plus humides, un peu plus fraîches, qui profitent de l'ombre et de la rupture du vent. Et ça va avoir des conséquences, bien entendu, sur la répartition de la flore, puisque les espèces d'open field, qui sont de plus en plus rares au fur et à mesure qu'on s'avance, qu'on s'enfonce dans la haie, ne seront pas les mêmes du côté ensoleillé que du côté frais, et les espèces forestières qu'on va trouver, elles, plutôt au niveau du manteau, là où il est le plus épais, vont être principalement plus développées du côté, on va dire, ombragé, avec une diminution vers l'ourlet du côté ombragé. Et donc là encore, on ne va pas forcément retrouver les mêmes espèces d'un côté et de l'autre de cette haie un peu caricaturale. Pour passer rapidement, on peut prendre ces exemples-là. Donc du côté amont, ici, des espèces plutôt héliophiles, comme par exemple la grande ciguë. Et du côté ombragé, des espèces de lisières fraîches, comme par exemple la renoncule tête d'or ou la stellaire holostée. Donc quelque part ici, les trois strates de la haie, conjuguées aux éléments physiques et chimiques du milieu, créent une structuration spatiale de la végétation de la haie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette complexité de la structure de la végétation, donc comme on vient de le dire, génère des micro-habitats plus ou moins secs, plus ou moins humides, plus ou moins ombragés, qui eux-mêmes transforment la végétation locale et ont de nouveau un impact sur le microclimat. Donc au final, on a un effet synergique ici de transformation de la haie. Au fur et à mesure que la haie vit, se développe, eh bien, elle se complexifie, elle abrite de plus en plus de micro-habitats et donc potentiellement de plus en plus d'espèces
ce qui va faire sa diversité. Et à ça, il faut allier le fait que la haie n'est pas un élément naturel complètement, il y a une forte empreinte humaine dans la création d'une haie. Et si on vient à faire une espèce de petite chronologie quelque part de la haie, depuis sa plantation, alors là c'est très poussé, hein, c'est des petites plantes entourées de grillages à un endroit où il n'y avait plus rien, qui vont se développer et qui sont encore celles choisies par l'homme ici, dans une espèce de fourré un petit peu dense, qui va être progressivement colonisée par d'autres espèces, en particulier les espèces qui sont transportées en endozoochorie par les oiseaux, hein, celles qui font des baies, qui vont venir enrichir et densifier le fourré, lequel, en bloquant le vent, eh bien, va capter ce qui est transporté par le vent, donc potentiellement les fruits ailés d'un certain nombre d'arbres qui vont commencer à développer un manteau. Et la synergie dont on parlait avant va se mettre en place vers jusqu'à une haie mature, où l'humain peut aussi, bien entendu, intervenir en taillant les arbres, que ce soit sous forme de trogne ou autre, et amener comme ça une grande diversité dans les haies les plus anciennes. Et bien sûr, cette évolution de la structure végétale de la haie au cours du temps, eh bien, va amener avec elle une évolution des cortèges qu'on trouve dans la haie, avec au départ des espèces pionnières, principalement généralistes. On peut citer par exemple les oiseaux très généralistes qui, dès qu'il y a une haie, sont présents, comme les moineaux par exemple, ou des mammifères comme les lièvres, les campagnols, des lichens crustacés, des lichens foliacés, ou des orties, des plantes comme ça. Puis, on va avoir un cortège d'espèces post-pionnières qui vont accompagner le développement du fourré et du début du manteau. Donc là, avec des espèces typiques de haies, comme par exemple la pie-grièche écorcheur, des lichens un peu plus gros à tâle fruticuleux, par exemple, comme cet Evernia ici, et puis un certain nombre de papillons de nuit. Et puis, quand la haie est mature, au bout d'un certain nombre de décennies, 100, 200 ans, voire plus, eh bien, on va avoir des espèces peut-être de fin de succession. Donc, on retrouve encore des lichens fruticuleux, là, comme ce joli Teloschites chrysophthalmos, un certain nombre d'espèces forestières, comme par exemple ici le troglodyte mignon ou des grands carabes de milieux forestiers, des espèces très patrimoniales, comme par exemple le muscardin ou le hibou moyen-duc, et puis tout le cortège des insectes et des animaux qui se nourrissent de bois en décomposition, les xylophages, comme par exemple ici ce papillon qu'on appelle la saisie frelon, et dont la chenille se nourrit et ne vit que dans le bois de peuplier en décomposition. Donc, à la fois une structuration horizontale de la haie qui dépend des interactions entre la structure de la végétation et les conditions stationnelles, et une évolution, une structuration temporelle de la haie qui s'enrichit au fur et à mesure du temps. Donc on voit ici l'impact que ça peut avoir sur la biodiversité, hein, comme en tant que réservoir quelque part de biodiversité. Et on voit surtout que les haies ne sont pas équivalentes en la matière et que les haies âgées vont être bien davantage des refuges de diversité que les haies jeunes. Ce que le groupe forêt de la SBF que mentionnait Guillaume tout à l'heure a essayé de montrer dans cet article publié dans The Conversation il y a quelques mois et que nous vous invitons bien sûr à aller consulter. Alors, pour essayer de représenter un peu cet effet des haies sur la diversité, dans la revue, nous avons fait une liste des taxons, des groupes taxonomiques pour lesquels on avait des informations sur l'effet des haies sur l'effet positif des haies sur ces taxons, en termes d'abondance ou en termes de diversité, ou les deux. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre d'études déjà dans ce tableau et un certain nombre de taxons et pour lesquels l'effet bénéfique des haies a été tout à fait démontré. Le problème que vous connaissez tous, c'est que les haies sont un habitat en perdition. Si on compare un petit peu les parcellaires après-guerre et dans les décennies récentes, eh bien, on peut faire ce genre de comparaison. Vous voyez que sur l'image de gauche, le parcellaire est bien plus découpé qu'il ne l'est après remembrement et après passage de l'agriculture dite conventionnelle et de l'augmentation des surfaces des parcelles liées au machinisme et ainsi de suite. Et vous voyez surtout que eh bien, dans ce parcellaire très découpé,
les haies étaient quasi systématiquement, ou en tout cas très souvent, les limites de parcelles et que les limites de parcelles disparaissant, les haies fondent comme peau de chagrin au cours du XXe siècle. Alors, on estime qu'on en a perdu entre 60 et 80% en fonction des régions. Il en persiste, fort heureusement. Et voici une carte de France qui montre les endroits où elles persistent le plus. Donc là, le dégradé de couleur indique l'abondance surfacique, la densité pardon, de haies par hectare. Plus on est dans les verts et dans les verts d'eau, eh bien, plus on a encore de haies. Donc elles sont en Bretagne, dans le Cotentin, en Vendée, dans la région de la Marche, un petit peu au sud du Massif central. Et puis plus on va dans ces teintes de beige, moins il y a de haies par unité de surface. Et on reconnaît ici, par exemple, la Beauce, le plateau Picard, la Brie, une partie du plateau lorrain, et ainsi de suite, c'est-à-dire les grandes régions agricoles. Donc au final, on se retrouve avec ça, c'est-à-dire des paysages dans certaines régions absolument vides, où effectivement la biodiversité a bien du mal de trouver sa place en dehors des monocultures monovariétales, voire monogénomiques, qui y sont cultivées. Et cette disparition des haies a bien entendu eu des répercussions sur la disparition, l'effondrement de la biodiversité, en particulier dans les zones cultivées, dans les campagnes cultivées, avec au premier rang un certain nombre d'espèces d'oiseaux qui ont souffert de la disparition de ce milieu. Et on pourrait citer pêle-mêle le moineau friquet, le bouvreuil pivoine, qui n'est plus abondant maintenant que dans les zones de montagne, la linotte mélodieuse, la pie-grillée chez-corcheur, une espèce assez emblématique des haies, ou encore la fauvette babillarde, qui elle en sort relativement peu. Alors une chose que je trouve très intéressante et qui explique cet effet fort de la perte de haies sur certains représentants de la faune, c'est que les haies représentent pour un certain nombre d'organismes un abri et des ressources alimentaires quasiment en toute saison. Mais si on prend le cas des oiseaux et qu'on regarde un petit peu au cours de l'année quelles ressources est-ce que les haies peuvent apporter en termes de nourriture, en termes de baies aux oiseaux frugivores et granivores qui vont s'y trouver, on se retrouve avec le système suivant. Le premier à fructifier, vers mai-juin, c'est le sureau. Puis arrive un certain nombre de plantes comme les nerprins, les ronces pendant l'été, puis le troène, les viornes à l'arrivée de l'automne. Après ça, on a des fruits un petit peu plus durs et un petit peu plus persistants, comme le cornouiller ou l'aubépine, qui résistent très bien au passage de l'automne. Et puis les plus résistants, qui sont même encore là au début de l'hiver, comme les cynorhodons ou la symphorine. Et puis il y a carrément ceux qui résistent au gel et qui ont même besoin du gel. La prunelle, pour l'utiliser, on a besoin, nous, qu'elle gèle. Et puis les nèfles, par exemple. Et puis des fruits qui sont vraiment hyper résistants, comme ceux du lierre, qui seront présents quasiment jusqu'au milieu de l'hiver suivant. Et bien, toutes ces baies sont là quasiment toute l'année. Vous voyez, il y a mars-avril où il y a un petit trou, mais c'est l'explosion des insectes qui va prendre le relais. Pendant toute l'année, eh bien, la haie, une haie suffisamment diversifiée pour abriter toutes ces espèces végétales, eh bien, va amener un certain nombre de ressources pour les oiseaux. C'est une autre des raisons qui explique la diversité importante qu'on va trouver dans les haies. En plus de ça, les haies ont une importance particulière dans les paysages, au sens où ce sont des éléments linéaires qui vont pouvoir relier des milieux les uns aux autres. C'est ce qu'on va appeler des corridors écologiques. Donc ça s'inscrit dans ce contexte écologique où on imagine que dans nos paysages agricoles, les milieux naturels favorables aux espèces vont être fragmentés, avec des fragments encore en bon état, mais éloignés les uns des autres, avec autour des zones un petit peu préservées, mais aussi un petit peu abîmées, qui sont de moindre qualité, des corridors qui vont pouvoir les relier, qui sont aussi un petit peu plus appauvris, dans une matrice ici en blanc, qu'on peut imaginer être délétère à la présence des espèces les plus spécialistes. Et donc les haies, en reliant comme ça, en permettant le mouvement des organismes qui peuvent se déplacer entre ces éléments de
de milieux dits favorables, eh bien, seraient en fait des corridors écologiques qui permettraient ces déplacements. On peut l'imaginer facilement sur ce paysage, hein. On a des cultures ou des prairies tout autour, et puis cette ligne d'arbres qui peut relier deux milieux. Alors, il y a toute une controverse dans la littérature. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche vraiment comme ça ou pas? Il y a un certain nombre de taxons pour lesquels c'est indéniable, où on a vraiment un effet corridor qui est observé. C'est le cas des rongeurs, c'est le cas des papillons de jour, d'un certain nombre d'amphibiens et des chiroptères. Alors, eux, effectivement, hein, s'ils n'ont pas de sonar pour, comment dire, de surface pour réfléchir les ondes acoustiques, effectivement, ils ne peuvent pas chasser. Donc, la présence des haies explique bien, du coup, le fait que ça leur serve d'éléments pour se déplacer dans le paysage. Et puis, il y a des taxons pour lesquels cet effet de corridor écologique est nettement moins clair, voire n'a pas pu être démontré. Pour les hérissons, par exemple, un certain nombre d'oiseaux, effectivement, ça peut paraître logique que l'oiseau, s'il a besoin de traverser comme il vole, il n'est pas gêné par les différences de structure de végétation. Et puis un certain nombre de plantes pour lesquelles cette histoire de corridor ne marche pas très bien. Et puis, si ça peut être un corridor, ça peut aussi être un obstacle. Et en particulier, on a déjà mentionné que les haies freinent le vent en interceptant, par exemple, les samarres qui peuvent être portés par le vent, mais ils peuvent également intercepter des organismes qui sont transportés de façon passive par les courants aériens, une sorte de plancton un petit peu aérien. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites araignées qui sont au bout de longs fils de soie, hein, ces fameux fils de la Vierge, et qui se dispersent via les courants d'air. De tout petits coléoptères, comme certains staphylins ou certains carabes, suffisamment petits pour que, dès qu'ils aient un peu de flottance avec les élytres, eh bien, soient transportés par le vent, ou encore de petits insectes ailés comme des pucerons, qui sont passivement transportés par les courants d'air et peuvent être interceptés par les haies. Alors, quand c'est des pucerons, ce n'est pas forcément gênant, mais en revanche, quand c'est des auxiliaires qui, du fait des haies, n'arrivent pas à passer d'une parcelle à l'autre, là, ça peut être un petit peu plus embêtant, c'est sûr. Et c'est aussi le cas, par exemple, j'ai oublié de le mentionner, de ces petits hyménoptères qui sont des parasitoïdes d'un certain nombre de ravageurs, qui sont eux aussi transportés passivement par le vent et pour qui les haies peuvent s'avérer être des obstacles. Donc au final, pour résumer tout ça, je pense que ça fait assez peu de doute que les haies sont des espaces de biodiversité. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est qu'on y trouve à la fois ce qu'on va appeler la biodiversité ordinaire et de la biodiversité patrimoniale, soit sous forme d'espèces protégées, soit sous forme d'espèces qui sont devenues rares, qui ne sont pas protégées, mais qui sont devenues rares dans les paysages agricoles, et pour lesquelles les haies représentent les dernières stations dans ces paysages très entreprisés, comme ça peut être le cas pour des espèces forestières, jacinthe des bois ou lamier jaune, par exemple. Donc, en préservant les haies, au final, on fait d'une pierre deux coups, on préserve à la fois des espèces patrimoniales, mais aussi la biodiversité ordinaire, que beaucoup de mesures de conservation ne prennent pas encore suffisamment en compte. Voilà. Donc, en résumé, les haies modifient le climat local. Elles ont une complexité structurale qui engendre une diversité de micro-habitats dans un cercle, on pourrait dire vertueux de complexification, qui fait qu'elles abritent de nombreuses espèces. Elles jouent un rôle donc important dans la préservation de la biodiversité à la fois ordinaire et patrimoniale. Et dans le cadre de l'agroécologie, où on se dit que la biodiversité restaurée dans les agroécosystèmes va être une garantie d'un certain nombre de fonctions écologiques, d'un certain nombre de services écosystémiques, il faut se poser la question des haies, plus spécifiquement dans le contexte agricole, dans le contexte des ravageurs et des auxiliaires. Donc, c'est ce que je propose de regarder dans cette deuxième partie. Donc, avec, pour commencer, un élément de vocabulaire. En agroécologie, on parle souvent de biodiversité spontanée qu'on oppose, alors ce n'est pas vraiment une opposition, mais qu'on différencie d'une biodiversité associée et d'une biodiversité cultivée, qui est peut-être la plus simple. La biodiversité cultivée, c'est ce que l'agriculteur choisit de mettre dans sa parcelle. Globalement, c'est la plante cultivée, puis éventuellement quelques plantes de service, des choses comme ça. Puis, il y a la biodiversité associée.
c'est celle qui se trouve dans la parcelle, mais qui n'a pas été choisie par l'agriculteur. Donc, ça peut être des ravageurs, mais ça peut aussi être des auxiliaires. Et puis enfin, il y a la biodiversité spontanée, c'est-à-dire c'est celle qui est naturellement présente dans le paysage agricole, et en particulier dans les éléments semi-naturels, comme les haies. Et bien sûr, il peut y avoir des transferts. C'est-à-dire qu'une partie des espèces des haies peut venir se nourrir dans les cultures, et une partie des espèces des cultures peut venir s'abriter dans les haies, par exemple. Et puis, il y a bien sûr la question des maladies. Alors, il faut regarder ça d'un petit peu près. On sait maintenant que les haies peuvent abriter un certain nombre de ravageurs. Ça a été démontré, par exemple, pour la mouche de la carotte et les cultures maraîchères. Ça a été aussi démontré par rapport à deux des principaux ravageurs du colza, qui sont les méligettes et la grande altise. Méligettes et grande altise passent l'hiver, hivernent en réalité dans la végétation de l'ourlet et dans une partie du fourré, en particulier au niveau des plantes marcescentes. Vous savez, ces plantes comme le charme ou certains chênes qui ne perdent pas les feuilles en hiver. C'est-à-dire que les feuilles sèchent, mais au lieu de tomber au sol, elles restent sur l'arbre une partie de l'hiver avant de tomber. Et dans ces feuilles marcescentes, il y a un certain nombre d'organismes qui passent l'hiver, et en particulier les méligettes et les grandes altises. Ce qui peut permettre un relais, finalement, d'une année à l'autre, eh bien, de ces ravageurs dans le paysage. Et puis, ça c'est beaucoup plus mon dada, il y a un certain nombre de maladies également qui peuvent trouver relais dans les haies. Et en particulier la rouille du blé, Fucsinia graminis, la rouille noire du blé, qui fait sa reproduction asexuée et qui passe la plupart de l'année sur le blé, mais qui, pour boucler son cycle et faire la reproduction sexuée, a besoin d'un arbuste des haies, des ourlets calcaires, qui est l'épine vinette. Et qui, au passage, est une espèce qui est souvent subventionnée dans les replantations qui sont actuellement réalisées. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure des idées de venir planter une usine à variants de cette maladie anciennement très répandue dans l'hémisphère nord, en plein milieu des champs en agriculture biologique. Il y a peut-être quelque chose à réfléchir de ce côté-là. Plus anecdotique, il y a une autre rouille que les personnes qui ont des vergers connaissent sans doute bien, c'est la rouille grillagée du poirier, qui fait d'abord ces taches rouges sur les feuilles, puis après ça fait d'énormes cloques à la face inférieure des feuilles. Eh bien, de la même façon, la rouille grillagée du poirier boucle son cycle, fait sa reproduction sexuée sur le genévrier commun. Donc un arbuste qu'on retrouve aussi dans les ourlets des haies. Et puis côté bactéries, on a une autre maladie qui, elle, à la fois pose problème dans les haies et ailleurs que dans les haies, qui est le feu bactérien, qui attaque principalement les rosacées. Sauf que une grande partie des arbustes et des arbres des haies sont des rosacées et qu'une grande partie des arbres de nos vergers sont des rosacées. Donc non seulement les haies peuvent être un relais pour le feu bactérien, mais en plus, les jeunes arbres des haies à peine plantés, qui sont souvent un peu en stress hydrique, sont très souvent attaqués par le feu bactérien, ce qui peut poser problème simplement dans le renouvellement des haies. Voilà. Donc effectivement, quelques cas particuliers de maladies, de ravageurs présents dans les haies et qu'on va retrouver dans les cultures autour. Alors qu'en est-il pour les insectes? Là, il y a une étude très intéressante, qui date un petit peu, mais qui est très très intéressante, où sur 5 arbres des haies, donc le poirier, l'aubépine, le frêne, le lierre et le peuplier, les auteurs ont fait un relevé de tous les insectes, je crois, c'est pas arthropodes, si, de tous les arthropodes, excusez-moi, qu'ils ont pu trouver dans la végétation, et ils les ont classés en phytophages et prédateurs. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a globalement 3 à 5 fois plus de phytophages représentés en blanc que de prédateurs. Ça, c'est quelque part une règle écologique assez classique, hein. Il y a beaucoup plus de proies qu'il n'y a de prédateurs. Donc ça ne doit pas être surprenant. En revanche, si on prend ça directement, ça veut dire qu'il y a potentiellement dans les haies beaucoup plus de choses qui peuvent venir manger nos cultures que de choses qui vont nous aider à réguler les choses qui viennent manger nos cultures. Donc ça veut dire qu'il faut regarder de plus près, et en particulier regarder ce qui est réellement présent après dans les cultures, ce qui est réellement de l'ordre des ravageurs et ce qui est réellement de l'ordre des auxiliaires. Et quand on fait ça, alors certes, on n'est pas ici sur le même continent puisqu'on est en Californie, mais on se rend compte que les proportions s'inversent et que potentiellement dans les haies, il y a beaucoup plus d'auxiliaires potentiels qu'il ne va y avoir de ravageurs. Ce qui confirme un peu ce que je vous disais, que les cas précédents sont plutôt des cas particuliers à étudier de près
qu'une règle vraiment générale. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette abondance d'auxiliaires? C'est la même chose que ce qui peut expliquer la diversité des haies, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la multiplicité des micro-habitats, et en particulier par rapport au passage de la mauvaise saison. Et c'est vrai que si on considère les auxiliaires des cultures, dans une haie ici en hiver, avec l'ourlet, un certain nombre de tiges creuses, du fourré avec des feuilles marcescentes et puis du manteau avec sa litière, eh bien, un certain nombre d'auxiliaires trouvent leur place ici. Les larves de cirphes, donc les cirphes qui passent l'hiver sous forme de larves, vont se retrouver justement dans les tiges creuses de certaines apiacées. Les chrysopes, elles, vont hiverner, vous savez, ces petites bêtes vertes, hein, ces névroptères là, qui rentrent en automne et en hiver dans les maisons, elles vont trouver refuge dans les feuilles marcescentes. Un certain nombre de coccinelles dans les anfractuosités des écorces. Et puis, dans la litière, on va retrouver des petits carabes là où elle est peu épaisse, et puis des grands carabes là où elle est plus épaisse. Et puis, il y a, dans l'épaisseur de la litière et du sol, on va retrouver également des staphylins, qui, eux, creusent un petit peu pour passer l'hiver, des carabes, qui, eux, sont globalement dans la litière au niveau du sol, des araignées, qui, elles, sont plutôt au-dessus du sol, donc soit dans la végétation, soit de nouveau sur l'écorce, et puis tout ce qui va passer l'hiver sur et dans les bourgeons. Alors, ça peut être des choses un peu embêtantes, comme ici les œufs que vous voyez ici, qui sont des œufs de pucerons, beaucoup d'espèces de pucerons passent l'hiver accolés à des bourgeons, par exemple, de frênes ou d'arbustes comme ça. Et puis, contenus dans ces œufs, les œufs des parasitoïdes de ces espèces-là. Donc, on a à la fois ici un relais de ravageurs, mais aussi un relais d'auxiliaires. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, vous voyez, on a ici une sorte zut, le terme m'échappe, mais de complémentarité de niche entre tous ces auxiliaires qui trouvent leur place dans la diversité végétale de la haie et que ça permet une certaine cohabitation de tout ce petit monde. Cet effet justement de micro-habitat ou, pour rejoindre ce qu'on disait avec les baies tout à l'heure, de diversité végétale qui amène une diversité d'auxiliaires au cours du temps, on la retrouve aussi dans la floraison. S'il y a une diversité suffisante de végétaux dans la haie, on a potentiellement une floraison qui peut aller de la fin de l'hiver avec les premiers saules jusqu'au milieu de l'automne avec par exemple le lierre et qui va être favorable à un certain nombre de pollinisateurs qui ne sont pas les mêmes au printemps, en été ou en automne. Au printemps, on va retrouver plutôt des osmies ou des mouches scatophagides, puis fin de printemps, début été, un certain nombre de cirphes et d'abeilles sauvages. Et puis en fin de saison, d'autres abeilles sauvages comme les colétès ou un certain nombre de mouches comme des onthophorides ou des calliphorides. Donc, encore une fois, des guildes ici différentes au cours du temps que la diversité de la haie peut maintenir en place et qui peuvent être du coup bénéfiques à la pollinisation des cultures. Donc si on fait un bilan en reprenant le tableau de tout à l'heure de qu'est-ce qui est favorisé par la présence de la haie, je surligne ici en vert tous les groupes qui contiennent des auxiliaires. Et vous voyez que dans le lot, il y a quand même un certain nombre d'auxiliaires potentiels. Donc potentiellement, des haies abriteraient de nombreux auxiliaires, auraient un rôle potentiellement, je souligne ce terme de potentiel, important pour la régulation biologique et la pollinisation dans les cultures. Le problème, c'est qu'il faut regarder ça d'un peu plus près, parce que quand on s'intéresse au mouvement, au nécessaire mouvement qui amènerait les organismes présents dans les haies à aller se nourrir dans les cultures, on se rend compte que les choses ne sont pas si simples. Déjà, on se rend compte que les choses ne sont pas si étudiées. Vous voyez que le haut du tableau ici amène un certain nombre d'études qui disent oui, oui, ça marche, hein, les bestioles bougent, mais qui ne le quantifient absolument pas. Et puis parmi celles qui le quantifient, la plupart nous indiquent que les bestioles bougent à une distance de moins de 100 mètres. Sauf exception qui vient ensuite, qui sont ceux qui sont transportés, comme je vous le disais, passivement par le vent. Auquel cas, là, ils peuvent bien sûr atteindre des distances de dispersion plus longues. Mais globalement, ça veut dire que si vous voulez que les auxiliaires puissent atteindre le cœur de votre parcelle, il faut que votre parcelle elle fasse au maximum 200 mètres de large. Idéalement, on va dire 100. Donc ça veut dire qu'il faudrait des parcelles beaucoup plus petites et aussi beaucoup plus de haies. Mais ça ne suffit peut-être pas non plus que les organismes de haies se déplacent dans les parcelles, encore faut-il qu'ils y soient
suffisamment abondant et au bon moment pour réaliser cette régulation ou cette pollinisation. Alors là, je vous propose un exemple, puis une méta-analyse pour regarder de façon un petit peu plus globale. Ici, à gauche, un exemple en 2017 en Italie, donc avec des parcelles aux abords desquelles il y a une abondance de haies à gauche, et puis des parcelles qui se trouvent dans des fenêtres paysagères dépourvues de haies à droite. Et on regarde trois fonctions ici, le contrôle des ravageurs, le contrôle des adventices et la pollinisation. Les cercles blancs vous indiquent une absence d'effet, c'est-à-dire que la présence de haies n'a pas d'effet sur les fonctions. Les cercles noirs ici indiquent que les haies ont un effet sur ces fonctions. Donc, vous voyez ici à gauche que bien, le contrôle des pucerons par les guêpes parasitoïdes est favorisé par les haies dans cet exemple, que la pollinisation et la production de graines en particulier sont favorisées par la présence de haies dans cet exemple, alors que quand on n'a pas de haies, par exemple, on a ici une perte d'auxiliaire, donc on a comment dire, un biocontrôle qui est moins bon, ou qui est meilleur dans le cas des carabes. Il y a des effets un peu contrastés. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse moi ici, c'est la colonne de gauche, un effet sur les guêpes parasitoïdes et un effet sur la pollinisation. Donc ça, c'est un exemple, c'est une étude. Et puis pour savoir de façon un peu plus générale ce qu'il en est, étant donné que chaque étude a un peu ses particularités, son contexte géographique, ses organismes auxquels elle s'intéresse, les cultures auxquelles elle s'intéresse, bien, un outil dont on dispose, c'est ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est-à-dire on regarde, on sélectionne dans la littérature existante un certain nombre d'études dont on pense qu'elles ont suffisamment de points communs pour être analysées toutes ensemble. Et le pari, c'est que quand on regarde un grand nombre de ces études, si une tendance se dégage, malgré les différences entre études, c'est que ce résultat doit être suffisamment robuste. Il a été suffisamment robuste pour passer outre la diversité entre les études. Donc les résultats ici à droite viennent d'une de ces méta-analyses, Albrecht et collègues 2020, qui regardait l'effet des bandes fleuries et des haies sur deux fonctions qui étaient le contrôle des ravageurs et la pollinisation. Et leur résultat, c'est que pour les haies, malheureusement, de façon générale, on ne voit pas d'effet des haies sur le biocontrôle et la pollinisation. Alors dans l'étude qu'on a publiée dans Botany Letters, on s'est posé la question de pourquoi. Et pour ça, on est allé regarder les cas où on sait que ça marche. Et il y a deux grands cas où ça a l'air de marcher de façon régulière. C'est la régulation des pucerons par les guêpes parasitoïdes dans les cultures annuelles, qu'on a vu rapidement avant, et puis la régulation des ravageurs, comme le Carpocaps par exemple, en verger. Plusieurs études aussi. Et on s'est demandé ce qui, dans ces cas particuliers, pouvait expliquer que ça marche, alors que la tendance générale fait que ça ne marche pas. Pour les vergers, une hypothèse qu'on a avancée, c'est qu'il n'y a pas tellement de contraste dans la structure de végétation entre la haie qui borde le verger et le verger lui-même. Et en plus de ça, on a déjà souligné qu'on a beaucoup de rosacées dans les deux cas. Donc on a aussi une proximité phylogénétique, donc potentiellement des communautés qui vont être proches. Donc au final, des milieux qui se ressemblent. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les pucerons et les grandes cultures. Hein. La structure de végétation entre un champ de blé et une haie est vraiment différente. Là, c'est plutôt des caractéristiques des organismes qui ont attiré notre attention, en particulier que le fait que les guêpes parasitoïdes sont complètement dépendantes de ce qu'on appelle des sources de nourriture alternatives, et en particulier de liquides, puisque l'adulte ne se nourrit comme chez la plupart des hyménoptères, chez tous les apocrites, l'adulte ne se nourrit que de liquides. Et donc la présence de haies, et en particulier du coup de nectar dans les haies, dans un contexte où il n'y a peut-être pas beaucoup d'adventices ou d'autres éléments, va être très fort sur ces organismes qui en dépendent. Donc c'est peut-être ça qui explique que dans ce cas-là, les haies ont un effet notable sur la régulation des pucerons par ces guêpes parasitoïdes. Alors bien sûr, il y a d'autres effets qui vont jouer. C'est que là, je vous parle d'une haie et d'un champ, mais qu'au final, tout ça s'inscrit dans un paysage à beaucoup plus grande échelle et qu'on ne connaît pas bien, en fait, à cette échelle du paysage, quels sont les déplacements de quels organismes et comment tout ça fonctionne. Néanmoins, il y a cette étude qui est aussi une méta-analyse, un peu ancienne, mais très intéressante, qui montre que dans des paysages diversifiés, on a
74% des études qui ont été réalisées montrent qu'on a une augmentation des populations d'ennemis naturels, et 45% des études qui ont été réalisées montrent qu'on a une diminution des dégâts liés aux ravageurs, probablement du fait de ce biocontrôle. Donc probablement que l'échelle paysage ici va jouer beaucoup, que dans des paysages où les auxiliaires sont capables de bouger beaucoup plus librement, parce qu'il y a beaucoup de haies et d'autres choses, eh bien ça va nettement mieux marcher que si on a une haie toute seule au milieu de la Beauce. Et puis il y a une autre hypothèse qui mériterait d'être largement plus creusée, c'est qu'au final, peut-être que les communautés dans les haies et que les communautés dans les cultures ne sont pas aussi ressemblantes que ça. Et pour le dire autrement, peut-être que dans les haies, on aurait des espèces à tendance forestière qui sortent peu, et que dans les cultures, on aurait des espèces à tendance, je sais pas, peut-être plus héliophiles ou de milieux plus perturbés, mais qui ne sont pas tellement dans les haies. Et pour aller dans ce sens-là, il y a cette étude. Alors le résultat me convainc moyennement, j'avoue, mais enfin c'est la conclusion des auteurs, où ils ont regardé comme ça, ils ont classé les espèces entre espèces plutôt de haies et espèces plutôt de parcelles. Enfin, non, excusez-moi. Ils ont pris toutes les espèces qu'ils ont trouvées, ils ont balancé ça dans une analyse, et puis ils ont l'impression que les points dans les haies et les points dans les parcelles sont un peu séparés, ce qui les amène à conclure que potentiellement les communautés ne seraient pas exactement les mêmes. En tout cas, c'est une hypothèse assez intéressante et qui mériterait d'être largement plus creusée qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Donc pour conclure sur cette partie, les haies abritent finalement peu de ravageurs, on a dit des cas particuliers, alors qu'elles abritent de nombreux auxiliaires potentiels au biocontrôle et à la pollinisation. On manque de recul sur l'effet réel. Le potentiel est bien démontré, mais l'effet réel, lui, mériterait encore d'être vérifié dans beaucoup plus de cas qu'ils ne l'ont été. En tout cas, on a vu que ça marchait dans des cas particuliers. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre pourquoi ça marche moins bien ou pas dans les autres cas et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, oui, ça, j'en ai pas parlé, le fait que l'impact pourrait être direct ou indirect, c'est-à-dire l'importance, par exemple, de la matrice du paysage ou de ressources alternatives. Ça, je n'ai pas, faute de temps, je ne l'ai pas présenté ici. Une conclusion plus générale, moi je vous ai parlé de biodiversité, de ravageurs maladies et de biocontrôle pollinisation. Vous voyez que les résultats posent encore pour partie question, mais il y a plein d'autres services écosystémiques, fonctions écologiques, pour lesquels on sait que les haies font le travail, en particulier limiter l'érosion, favoriser l'infiltration de l'eau, la circulation de l'eau, maintenir la fertilité des sols et ainsi de suite. Là, il y a toute une littérature qui est assez peu équivoque sur la question, que j'ai choisi ici de ne pas présenter parce que c'est plutôt moi cette controverse qui m'intéresse. Mais en tout cas, voilà, les haies ont plein de fonctions avérées dans nos paysages agricoles et c'est dommage de les voir disparaître autant. Et je vous remercie de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Alors, j'ai pas eu de questions dans le chat, mais peut-être y a-t-il des questions parmi les auditeurs. On peut le poser directement. Alors, y a-t-il des questions? Moi, j'en ai une, si je peux. Oui, Si vous êtes Marc-André, bon. bonjour. Bonjour. Bonjour Marc-André. C'était génial, c'était très bien, clair et très documenté. Euh, bon, euh, il y a un autre problème qui est celui du pourridier. Ah oui, Alors, je ne sais pas si toi, tu as des consignes. Moi, je dis souvent qu'il faut se préparer à dessoucher, quoi, pour pas avoir d'armillaire qui rentre et qui, à partir d'un foyer de décomposition de souches d'arbres, ne devienne un problème pour l'ensemble des cultures qu'on fait dans la parcelle. Puisque le risque, donc, c'est que l'armillère s'installe par la souche et puis ensuite, elle gagne sur des herbacées à partir d'un compartiment, ça profite. Je ne sais pas ce que tu recommandes, toi. je ne connais pas bien cet exemple. Mais ce Et que, j'ai peur que ce les que tu dis a anciens, l'air de faire parfaitement sens, mais je connais mal cet exemple-là. je pense que les anciens savaient gérer ça et que peut-être on a un peu perdu ça. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on dit aux agriculteurs maintenant? Que c'est une protection ou pas dans l'état actuel des connaissances? Euh, alors, nous, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que ce n'est pas forcément simple et qu'il faut regarder de près. Et ça, ils l'entendent très bien parce que c'est déjà ce qu'ils font, hein. Regarder les choses de près et au cas par cas. Euh, bon, je ne sais pas exactement quelles sont les recommandations. La circulaire de l'INRA là, mettait les haies dans quelque chose de tout à fait positif
Donc, excusez-moi, je resitue. Il y a eu une expertise collective de l'INRA qui a été publiée l'an dernier sur l'utilisation de la diversité végétale en agroécologie, justement pour ces questions de biocontrôle et de services écosystémiques. Et dans cette étude, il y a assez peu de doute que les haies seraient positives pour toutes ces fonctions-là. Ce qui, pour moi, coule pas complètement de source. Je pense que ça doit être à peu C'est près ça l'expertise la... collective, c'est ça? C'est Ouais, l'expertise collective de 2021? c'est 2021? C'est Ben, peut-être moi, c'est ce que... 2021. En tout cas, elle est très bien, hein, cette expertise collective. Ouais, Expertise ouais, ouais, collective d'INRA, agroécologie, ça se trouve facilement sur Internet. ouais. Et je pense que ça doit être ça l'état actuel. Moi, je trouve que sur le biocontrôle, il faudrait regarder d'un peu plus près. Mais elle avance des chiffres qui sont, je crois que c'était une augmentation de 86% dans l'étude de la régulation biologique quand il y a présence de haies. Donc mon micro doit être coupé, Marc-André. Oui, c'est ça, j'ai 84% en tête, moi, Ah, c'est très 84. positif. Mais non, mais je suis pas sûr non plus, mais c'est... Oui, oui, il y a des chiffres vraiment impressionnants. Bon, nous, ce qu'on fait plutôt, on ne présume pas d'aller dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Nous, on essaie plutôt de les écouter, en réalité. Et ils ont plein de choses à nous dire sur les haies. Et alors, tiens, si je peux vous partager une diapo, parce que celle-là, je la trouve super intéressante. C'est une étude qui a été réalisée dans le sud-ouest de la France, où les chercheurs ont interrogé un certain nombre d'agriculteurs sur les services et les disservices liés aux haies. Alors, ils n'ont bien sûr pas formulé comme ça dans l'étude pour pas en faire quelque chose de complètement abstrait, mais ils ont demandé en tout cas aux agriculteurs de leur citer un certain nombre d'éléments positifs et d'éléments négatifs liés aux haies. Et puis voilà un peu ce que ça donne comme réponse. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. C'était en Haute-Garonne, 19 agriculteurs et agricultrices interrogés. Et donc, ils ont trouvé 32 contributions positives contre 25 contributions négatives. Donc, ce qu'on va appeler derrière nous services et disservices écosystémiques. Et vous voyez que ceux qui reviennent le plus souvent, au final, bah, ce n'est même pas des services négatifs. Alors, il y en a, bien sûr, hein, compétition avec la culture sur la production, obstacles physiques au déplacement, et puis que ça peut abîmer le matériel, ce genre de choses. Donc, ça prend du temps, mais il nous amène aussi un certain nombre de choses que les haies, ben, ça amène de l'ombre aux troupeaux, ça amène aussi du bois de chauffage, des produits, des fruits quand il y a des fruitiers dedans, et ainsi de suite. Donc, au final, je pense qu'il y a une volonté chez un certain nombre d'agriculteurs de conserver leurs haies. Une chose qui sort aussi beaucoup de cette étude, c'est qu'ils considèrent ça comme une partie de leur patrimoine, une forme de patrimoine assez importante. Et Il y je ne vous vois a plus. une question dans le chat. Avez-vous des publications à conseiller concernant cette thématique? Des publications donc sur les haies en général, quoi. Oui. Alors, pour ceux qui parlent anglais, mais bon, il faut pouvoir parler anglais, il y a cet ouvrage qui est très très bien. The Ecology of Hedgerows and Field Margins, 2019. Bon, voilà, il faut pouvoir parler anglais, malheureusement. Bon, il y a aussi le papier qu'on a écrit avec ma collègue Corinne Robert. En français, je ne connais pas d'ouvrage de référence. Il se trouve que sous l'impulsion de deux collègues de Rennes, Stéphanie Aviron et Audrey Aligné, de l'INRA Bagap de Rennes, nous sommes en train de coordonner l'écriture d'un livre en français sur cette question-là, dont la parution était initialement prévue à l'hiver 2025. Bon, je pense qu'on sera un peu en retard, mais voilà, on est en train d'écrire ça. Après, il y a plein d'articles sur des sujets plus individuels sur Internet. Mais je ne sais pas, Guillaume, si toi tu... Il Non, y en a au moins cet français, non. article de The Conversation, hein. Oui, il y a aussi notre article dans The Conversation.
Samuel, oui, bah, il y a un très bon bouquin qui est le défi alimentaire de Samuel, où là, il y a un certain nombre C'est gentil. d'éléments, bien sûr, dedans. C'est gentil. Merci, Pierre-Antoine. En fait, moi, c'est plus une réflexion qu'une question. J'ai quand même le sentiment, en t'écoutant notamment ce que tu as dit sur le fait que les communautés, peut-être des haies et des espaces agricoles, ne sont pas tant en interaction de ça, en tous les cas dans certains contextes. C'est-à-dire qu'on imagine bien qu'un champ de grande culture et une haie, effectivement, ce sont des conditions écologiques et notamment abiotiques tellement différentes que peut-être qu'il n'y a pas tant d'interaction que ça. Et finalement, j'ai l'impression que de traiter la haie comme un objet monolithique, ça pose un peu un problème sur la réflexion de leur fonction plus généralement. C'est-à-dire que on voit, enfin, dans les campagnes, il y a des haies qui sont très élaguées, par exemple, et d'autres qui ne le sont pas. On a des haies qui sont plurispécifiques et d'autres qui ne le sont pas. On a des haies qui vont introduire beaucoup d'espèces exotiques et d'autres pas, etc., etc. Et au final, et puis tout ça associé à des espaces agricoles qui sont eux-mêmes différents. C'est-à-dire que tu as bien dit, quand c'est un verger ou quand c'est un espace de grande culture, c'est pas la même chose. Et donc, finalement, on se rend compte que bah, de vouloir essayer d'avoir une vision complètement uniforme de la haie, bah, en fait, ça pose des problèmes parce qu'on finit par se dire, bah, finalement, ça marche, mais pas toujours, et on ne sait pas bien pourquoi, etc. Et ça nécessiterait peut-être, je parle plus dans la façon d'y réfléchir hein, et de présenter les choses, qu'on ait des études qui soient plus différenciées et que du coup, des résultats qui soient aussi plus différenciés. Enfin, en tous les cas, tu l'as fait, hein, on sent bien que c'est encore un sujet qui est trop immature scientifiquement pour qu'on puisse aller jusqu'à ce niveau de détail. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait conditionner en fait ces résultats à des typologies de haies. Et là, je crois que Guillaume nous dirait que la chose importante, c'est aussi de regarder l'origine de la haie, hein, pourquoi elle a été plantée à la base, quelles ont été les pratiques de gestion de cette haie, et ainsi de suite. Donc, oui, oui, effectivement, beaucoup de choses qui vont dépendre de qu'est-ce qu'il y a dans la haie, d'où elle vient et comment elle est gérée. C'est clair. À ma connaissance, le travail n'est pas fait sur ça. Oui, Mais moi, dans Reggae, là, le projet qu'on va monter, on va commencer à regarder un petit peu ces choses-là. On va essayer de faire une typologie de haies et essayer de lier ça aux fonctions de biocontrôle et de limitation des champignons pathogènes et des adventices. Ouais, il y a Claire qui allait parler, je crois. Oui, euh, en fait, tu as souligné dans ton exposé que pour bien faire, il faudrait que les haies soient espacées de 200 mètres. Or, la haie, on le voit dans le schéma précédent que tu as montré, ça représente quand même du travail pour l'agriculteur supplémentaire qu'il faut mettre en rapport avec ses apports. Mais ce travail, tous les 200 mètres, c'est énorme, énorme, Oui, oui. énorme. Donc, quel est le retour de la profession par rapport à des préconisations de ce type? Alors, ce n'est pas une préconisation. Attention, j'ai dit Oui, que c'est dans le un cas où on optimum, voudrait un optimum. maximiser le déplacement, optimiser le déplacement des Oui, arthropodes dans les parcelles, il ne faudrait pas dépasser telle taille. Ça, c'est une vision simpliste, hein. On n'est surtout pas en train d'aller dire aux agriculteurs qu'ils doivent faire ça. Et effectivement, les retours qu'on a des agriculteurs, c'est qu'une des choses qui les gêne le plus, c'est l'entretien. et Parce oui, que c'est du passage de tracteur, donc c'est du carburant, parce que c'est qu'il faut avoir le matériel, et puis parce que c'est qu'il faut qu'ils puissent le faire à un moment où ça ne les dérange pas trop. Et ça fait beaucoup. Et il y a un certain nombre d'arrachages qui sont justement motivés par le fait que l'entretien des haies est devenu ennuyeux pour les agriculteurs, et quand il s'agit de les replanter, ils nous disent, ouais, ben nous, on a envie de les replanter, pas du côté de la culture, là, il y a une espèce de fossé, j'en fais rien, c'est au bord c'est au bord de ma parcelle, c'est au bord d'une route, là, ça me gêne moins, je préfère que ma haie soit là que en train de séparer deux anciennes parcelles, mais qui est maintenant au milieu d'une grande, quoi. Donc effectivement, je pense que cette question de l'entretien des haies, elle va être centrale dans le fait de réussir à maintenir et à faire que les agriculteurs replantent des haies, parce que c'est une de leurs préoccupations majeures. oui. Et après, tu viens de parler du matériel.
En fait, je serais tentée de dire que c'est en fonction des strates que tu as évoquées, c'est des matériels. Parce Oui, que il y en a certains qui vont pouvoir faire les strates basses, mais si on en vient aux arbres, eh ben, il faut des lamiers. oui, Et là, c'est tout autre chose. Et les agriculteurs ne sont pas équipés en oui, général. oui, oui, Donc, enfin, pour un vieillissement des haies, ça pose vraiment des problèmes. tout à fait, oui. Oui, au final, c'est un entretien du début à la fin, parce que quand on plante, il faut bien sûr pas oublier d'arroser, parce que les jeunes arbres vont être en stress hydrique, à risque de stress hydrique pendant au moins 2-3 ans. Et puis derrière ça, il faut entretenir, tailler, élaguer, et puis quand les arbres commencent à grandir trop, voilà, c'est de plus en plus difficile, quoi. Mais ne serait-ce que le recépage en deuxième année, c'est Mm, beaucoup de travail. tout à fait, oui. Donc, bon, je ne sais pas les montants qui sont invoqués dans le plan E, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte par rapport, c'est pas que planter, il y a la suite. Je ne crois pas que la suite ait été tellement prise en compte dans les subventions comme elles Ah, sont versées actuellement. ah, bon. Je, Il y a je- une dernière question dans le chat. Donc, avec le réchauffement climatique, les floraisons des arbres et arbustes indigènes se concentrent sur une période de plus en plus courte. Des études ont-elles été réalisées sur l'adaptation d'arbustes exotiques pour permettre un étalement sur l'année des floraisons riches en nectar et pollen nourricier? Alors oui, il y a 2 études qui ont été menées, une en Californie qui est terminée et publiée, et une aux Pays-Bas qui est en cours, d'essayer comment dire, designer, c'est pas le bon terme, mais de faire un peu quelque sorte de l'ingénierie écologique de haies, en choisissant spécifiquement les essences de haies pour cibler des fonctions écologiques. Donc en Californie, ils faisaient ça sur la pollinisation, ça a plutôt bien marché. Bon, après, le truc, c'est qu'on met des espèces exotiques dans les haies, par contre. Et ça, c'est toujours quand même à réfléchir en termes de balance bénéfice-risque et de risque de dispersion d'espèces exotiques envahissantes, hein. Il y aurait déjà moyen, je pense, de faire ça avec, au lieu de prendre des exotiques, il y aurait déjà à revoir Enfin, on pourrait faire de l'ingénierie écologique en réfléchissant avec des essences plus locales, quoi. Mais il y a, en tout cas, il y a des études en cours, notamment une grosse étude aux Pays-Bas, qui devrait s'achever d'ici, enfin, qui devrait donner des premiers résultats d'ici 1 ou 2 ans.